Bonjour! Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'arriver devant votre calendrier de l'Avent et de vous rendre compte que vous n'aviez pas ouvert certains jours ou que ça faisait 2 jours que vous aviez oublié de l'ouvrir? Alors d'une part, ça m'est arrivé ce matin, j'ai donc plein de petits Kinder à manger. Et deuxièmement, je suis désolée, j'ai pas pu publier ces 2 derniers jours. Donc là, vous avez 3 cases à ouvrir pour le prix d'une. Pour ne pas surcharger les flux RSS, etc., avec 3 épisodes qui sortent, je mets tout à la suite. Mais voilà, il y a 3 pastilles distinctes. Et voici la première. Konnichiwa! Irashai! Watashi wa Gonbe no Alexandra desu. Soshite kore wa ichiban no podcast desu yo. 12 gatsu 20日desu. Issho ni ryoku o shimasen ka? Alexandra, c'est Gonbe, à Kanpai. Au Japon, pour lire un journal, il faut connaître un sacré paquet de kanji. Ces idéogrammes empruntés au chinois desquels ont découlé les kana, qui sont 2 syllabaires distincts mais avec suffisamment de caractères qui se confondent au sein du même syllabaire et entre eux pour qu'on soit vite perdu. Déjà, il faut apprendre les syllabaires. Et rapidement un maximum de kanji pour pouvoir lire des mots simples tels que électricité, chat, carré, les noms propres aussi. Bref, il existe plusieurs listes officielles de kanji, dont les Kakushu kanji, qui sont les 1000 idéogrammes que les écoliers de primaire doivent apprendre, donc la base, ou les Jouyu kanji, que sont les 2000 idéogrammes qu'on doit maîtriser en sortant du collège et qui sont des mots d'usage, tenez-vous bien, quotidiens. Donc pour lire le journal ou un prospectus, déjà, c'est pas gagné. En Corée, il existe des caractères empruntés du chinois, les hanja. C'est le même principe. Vous savez combien il est nécessaire d'en connaître pour naviguer au quotidien en Corée, lire la quasi-intégralité des livres du rayon et le menu du restaurant? Aucun. Et ça, c'est grâce au roi Sejong. En 1446, il a décrété que c'était trop compliqué les hanja et qu'il voulait que toute la population ait accès à la lecture et à l'écriture. Il souhaitait donner ses lettres de noblesse à une culture coréenne qui était trop dépendante des Chinois et des Japonais. Son successeur l'a interdit, il était plutôt du côté des érudits, des bourgeois, etc. Et il a fallu attendre 1894, soit près de 4 siècles et demi après la création de cet alphabet pour qu'il soit finalement instauré. Bon, il a surtout, avant aussi, fallu dégager les Japonais, parce que ce n'est véritablement qu'après la fin de la colonisation japonaise au XXe siècle que cet alphabet de seulement 14 consonnes et 10 voyelles simples a pu s'installer définitivement. Alors je sais pas pour vous, d'une part, 24 caractères c'est super vite appris et bien plus difficile à oublier que 8000 idéogrammes et 2 syllabaires. D'autre part, la simplicité de création des syllabes via un clavier en fait le langage le plus facile à taper sur un PC ou un smartphone, et de ce fait, les Coréens sont les personnes qui tapent le plus vite sur leur téléphone, et le plus facilement. Bref, ce langage a souvent le surnom de langage scientifique, et permet aussi, et surtout quand on joue à Civilisation la Corée, d'avoir un joli bonus en sciences. Le roi Sejong a permis une grande avancée d'une part en donnant une indépendance à la Corée en termes d'écriture, de langage et donc de culture, ce qui est important pour se détacher du Japon, qui a envahi le pays à bien plus d'une reprise, mais d'autre part ça a permis un langage accessible aux tout-venants et pas seulement à quelques érudits. Il est facile d'écrire en coréen pour se faire comprendre quand on est un faible Wegoking perdu aux connaissances bancales. Honnêtement, d'expérience encore une fois. Pour en connaître plus sur tout ça, je vous ferai un épisode un peu plus complet, mais j'avais vraiment envie de vous en parler dans ce calendrier de l'Avent. Mais en attendant, je vous laisse pour ce guillemets avec les doigts 20e jour du calendrier de l'Avent, et on se retrouve pour la 21e case dans un instant. Arbeit! C'est une belle façon d'être accueilli sur un calendrier de l'Avent, n'est-ce pas? Arbeit est un mot allemand qui signifie le travail, travailler, et qui qualifie les milliards de petits jobs que font les Coréens et les Japonais notamment. Alors en fait, quand vous allez à la supérette, H24, c'est ouvert, et vous pouvez y aller à 16h croiser une petite jeune fille, à 18h croiser un jeune homme, et à 2h du matin, ça m'est arrivé une fois de croiser un vieil homme qui avait lointainement passé les 70 ans, je pense, et qui était plutôt en forme pour quelqu'un qui à 2h du matin était en train de trier des emballages de nouilles dans un rayon. C'est vraiment payé au lance-pierre, d'une part. Donc comme vous avez pu le deviner avec l'exemple du combini, fatalement ça peut être n'importe quel horaire, souvent c'est des gens qui font plusieurs travails à temps partiel pour pouvoir s'en sortir, avec des 10%, des 20%, on voit tous les types de contrats.
Et c'est des gens des fois qui vont faire des shifts comme on peut voir à McDo du 8h-15h, 20h, 2h, etc. Qui après vont aller faire un autre shift par exemple justement dans un café ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que les gens font soit ça par exemple pour les lycéens pour payer leurs cours du soir, qui coûtent une blinde, ou pour payer la fac, payer leurs études, ou tout simplement pour payer les factures. Et c'est extrêmement précaire. Et il n'y a qu'en 2014 qu'ils ont d'ailleurs créé un syndicat en Corée qui s'appelle Arbeit Worker Union, donc l'Union des travailleurs Arbeit. Près de 40% des salariés en Corée occupent un travail temporaire. Donc il faut imaginer que quand on va dans une petite épicerie ouverte H24 ou dans un café avec un joli petit décor et des jolis petits gâteaux et tout le monde nous sourit avec grande amabilité, ce sont souvent des travailleurs très précaires. Je vous avais déjà raconté l'histoire des jeunes femmes qui travaillaient dans un glacier alors qu'elles avaient fait des études à bac+3, bac+5, bac+7 même des fois. C'est-à-dire que le marché du travail est tellement rude en Corée du Sud, même en ayant fait des études, même en ayant de bonnes qualifications, mais des fois tout simplement on ne trouve pas. Et les gens se retrouvent à faire 3-4 travails jusqu'à trouver le bon ou pas. C'était pas une case très drôle, mais je pense que c'était important d'en parler aussi. Voilà, l'avantage qu'on va avoir d'ouvrir les 3 cases à la suite, c'est qu'au moins on va pouvoir passer à un sujet peut-être un petit peu plus light et qui remonte un peu plus le moral. A tout de suite. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vole la place d'Alex pour faire un petit épisode de calendrier. Les personnes qui me connaissent vous diraient que dans la vie, j'ai plusieurs passions. Les voyages, les figurines, les jouets. Les chaussures, non ? Ouais, mais bon, je me soigne, hein. Je me limite à 6-7 paires par mois, grand max. Pas vrai ? Bref, c'est pas le sujet. On va parler d'autre chose, et dans mes passions, il y a les animaux. Alors, vous vous doutez bien qu'on est un podcast sur la Corée du Sud, hein, donc je vais pas parler des Big Five africains ou du bon vieux coq français, mais d'un animal bien coréen. Alors, on va parler du cerf d'eau, ou chevreuil des marais. C'est une espèce de cervidé qu'on trouve dans certaines régions de Chine et surtout en Corée. Pour votre aimable information, quelques cerfs ont été importés en France et se sont échappés d'un parc. Et on en trouve donc une petite population au sud de Limoges. Ouais, c'était le point Limoges. Hein. Si je lui laisse pas faire son point Limoges, je dors dehors ce soir. Bref, revenons à nos moutons. Des cerfs. Ouais, mais c'est pareil. Alors tu vas me dire, ouais, tu me parles de cerf, ça va, t'es gentil, j'ai vu Bambi, ça fait 5 fois que je le vois, hein, un cerf c'est un cerf. Ouais, mais alors là tu te mets le doigt dans l'œil mon pote, ou ma pote d'ailleurs. Alors là tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein. Fais gaffe quand même, si t'as touché du kimchi ça pique, hein, c'est une horreur. Je te parle d'un petit animal parce qu'il a une particularité physique, ce petit cervidé, donc hein, qu'on va appeler le cerf d'eau, hein, mais je te l'ai déjà dit. Il a un petit surnom, c'est le cerf vampire. Walt Disney il est deg, hein, vous avez vu ? Il s'est un petit peu trompé de héros. Il aurait pris un cerf vampire, hein, ça aurait été un peu plus classe Bambi. Enfin. Alors, cet animal, il a développé une particularité physique assez particulière. Il a 2 canines surdéveloppées. Elles lui servent à pas grand chose hein, pour les combats avant l'accouplement. C'est pour montrer qui c'est qui domine, hein, en gros. Et elles sont assez particulières aussi parce qu'elles sont mobiles en fait. Elles sont pas attachées à la mâchoire. Elles sont attachées à un muscle, donc il peut les rétracter en arrière de façon à ce qu'elles ne le gênent pas pour manger. Chose assez particulière aussi, c'est la seule race de cerf qui n'a pas de bois. Et d'où sa particularité d'avoir des dents. Voilà, donc c'est assez gentil comme animal, hein, mais c'est herbivore. Et apparemment, ça nage très bien comme petit animal. C'est pas très grand, ça fait à peu près une quarantaine de centimètres au garrot, donc... on reste sur un animal assez petit, c'est l'équivalent d'un gros chien, quoi. Et chose intéressante, dans l'imaginaire collectif coréen, c'est un animal qui a une morsure mortelle, alors que on est tous d'accord que c'est un herbivore, quoi. Voilà, après j'en ai jamais vu et je m'avance un peu, mais je crois qu'Alexandra non plus. Si, et... dans le dernier train pour Busan, l'ouverture du film, vous voyez un cerf vampire mais aussi zombie. Donc elle en a déjà vu, mais moi j'en ai jamais vu de mes yeux non plus. Mais bon, j'espère qu'on les verra dans notre prochain voyage en Corée. Voilà, c'était un petit épisode du jour, hein. Je vous souhaite une bonne journée et je vous rends votre podcasteuse préférée pour les épisodes suivants jusqu'au 24. Bon, ben bonne journée, à bientôt. Au revoir.